Une chope en argile, contenant du mout aigre, avait laissé une trace sombre sur la table du bureau, où étaient décousues, avec un fil épais, des copies d'actes judiciaires comportant des annotations en gras dans les marges. Il y avait une odeur de parchemin humide, de fumée de lampe et de laine mouillée provenant du manteau que le policier venait d'enlever. Sur la feuille du dessus, on devinait le mot « convenance » suivi des formules habituelles sur la modestie et l'ordre naturel, à côté desquelles se trouvait une liste des dépenses pour la garde et le bûcher public. Entre ces mots et ces chiffres, écrits en toutes lettres, le dossier se refermait. Le corps devenait une preuve, le tissu se transformait en argument, le lacet en preuve de désobéissance. Une voix masculine salue les spectateurs, leur demande d'écrire brièvement dans les commentaires d'où ils regardent, et s'ils ont rencontré chez eux des histoires où les règles de bienséance étaient utilisées comme moyen de pression, dit que ces notes aident à distinguer le mythe du papier et souhaite une attention sereine et une écoute agréable. Le commentateur des actes judiciaires, un clerc adulte aux yeux fatigués et à l'écriture ferme, étalait devant lui des copies des procès-verbaux du procès qui s'était déroulé dans la première moitié du XVe siècle sous l'autorité de l'Union anglo-bourguignonne. Il ne s'intéressait pas aux légendes, mais à la mécanique. Quelles questions étaient posées, dans quel ordre, quels thèmes étaient abordés avec l'obstination de la chancellerie. Il notait dans la marge chaque fois qu'il était question de vêtements. Tunique, pourpoint, coupe masculine, lacets à l'intérieur, ceintures au-dessus et sous le manteau, boucles qui empêchent d'enlever le vêtement sans le consentement du propriétaire. Il notait que dans les camps et sur les routes, ce système était porté par les guerriers adultes et les messagers afin de se protéger la nuit contre la violence et le vol. Là où c'était une mesure de sécurité pour la route, cela devenait une violation des rôles pour le tribunal. On lisait aux places publiques des extraits sur les convenances, comme s'il s'agissait de sauver les mœurs. Le commentateur examinait attentivement la succession des procès-verbaux et voyait comment la norme quotidienne rejoignait les intérêts des dirigeants. Les Anglais ne voulaient pas la vérité sur le tissu, mais un pont compréhensible pour la foule vers l'accusation. Ils reliaient par des flèches les questions sur la coupe des vêtements aux points sur l'obéissance à l'Église, les lignes sur la modestie à l'exigence de reconnaître la légitimité du pouvoir en place dans la ville occupée. Ainsi, le langage quotidien se confondait avec le langage théologique, et à leur intersection naissait un crochet commode. Enfreindre les convenances, c'est être obstiné. Être obstiné, c'est s'opposer aux enseignements. S'opposer, c'est tomber sous le coup de l'hérésie. Le rythme se répétait d'une lettre à l'autre. Dès qu'un style masculin était identifié, quelques pages plus loin, commençait une tentative de cimenter l'obstination. Puis, on remettait soigneusement en question la pureté des visions, après quoi, la voie était ouverte à l'accusation de désobéissance à l'autorité ecclésiastique. Le commentateur posait un piège. Les vêtements devenaient un test d'obéissance. Ce test était plus efficace que la controverse sur les dogmes, car il touchait la chose la plus visible, le corps et le quotidien. La foule comprenait plus vite les vêtements que les serments de vassalité ou les traités. Pendant ce temps, les registres médicaux de la ville, rarement cités dans les légendes, montraient une autre facette de la réalité. Les adultes, enfermés dans leurs cellules, souffraient en hiver d'engelures, d'escarres et d'abcès, et en été, d'éruptions cutanées et de fièvres brûlantes. Les vêtements de coupe masculine, avec des lacets intérieurs, s'ils n'étaient pas retirés pour la nuit, réduisaient le risque de violence et permettèrent de garder son fourreau et sa ceinture. Les actes judiciaires n'en parlaient presque jamais directement, mais dans des remarques indirectes sur les ceintures et les lacets, on percevait une préoccupation pour la protection physique, transformée en accusation. Le commentateur notait dans la marge que ce que le tribunal qualifiait d'indécence était considéré dans le camp comme une prudence raisonnable. Il comparait les dates des audiences, écrites en toutes lettres,
avec les semaines troublées où les autorités d'occupation avaient besoin d'un exemple spectaculaire. C'est précisément pendant ces semaines-là que les questions vestimentaires devenaient obsédantes et que les passages moralisateurs s'allongeaient afin de pouvoir être facilement lus devant les temples et les portes. Ainsi, les points moraux se transformaient en pièges pour l'hérésie. Si vous acceptiez le changement de vêtements imposé, ils reconnaissaient l'accord et le qualifiaient plus tard d'instabilité. Si vous refusiez, ils notaient votre obstination et vous accusaient d'hérésie. Dans les deux cas, l'instrument remplissait une mission politique, la foule exigeait un exemple, et cet exemple se composait de détails faciles à pointer du doigt. Un laçage incorrect, une boucle étrangère, une ceinture qui n'était pas à sa place. Une légende mémorable dira plus tard qu'ils ont été jugés pour débauche, car il est ainsi plus facile de transmettre l'histoire au coin du feu. Les documents montraient autre chose. Il s'agissait d'un procès politique dans lequel la modestie était utilisée comme levier. Le commentateur notait soigneusement les dépenses pour les gardes, le bois et les travaux de menuiserie pour les échafauds, et remarquait que les services religieux et les taxes municipales étaient payés à partir des mêmes bourses. L'exécution était une organisation du travail et des dépenses, et elle nécessitait une justification compréhensible pour la place publique. La foule écoute mal les disputes sur le droit à la couronne, elle écoute attentivement les disputes sur les vêtements. Dans les actes eux-mêmes, on trouvait toutefois de timides tentatives de la part de certains ecclésiastiques adultes de ramener la conversation vers la théologie. Elles ressemblaient à de brèves digressions qui se heurtaient aux besoins croissants d'exemples. Le commentateur a relevé cette asymétrie comme étant le point central. Les réunions ne cherchaient pas le salut spirituel. Elles cherchaient un langage permettant de dire à la foule que l'ennemi violait l'ordre naturel. Lorsque le tissu devenait un argument, il n'était pas nécessaire de donner de longues explications. Au bord de la table se trouvaient des copies d'une réhabilitation ultérieure dans laquelle les légats adultes reconnaissaient les erreurs de procédure et soulignaient la contrainte exercée par le vêtement. On y entendait déjà la différence entre une mesure de sécurité et une culpabilité morale inventée. Le commentateur notait « Le mythe affirme qu'elle a été jugée pour débauche. Le document montre qu'elle a été jugée pour des raisons politiques, où la modestie a été transformée en un réseau de pièges. » Il rassemblait des informations pour une future brochure sur la façon dont les vêtements et le pouvoir s'imbriquent dans un mécanisme plus facile à montrer au peuple qu'à expliquer par le droit et les serments. Il ne lui restait plus qu'à relier entre eux les lectures publiques sur les convenances, le rythme des interrogatoires, les conditions imposées pour changer de robe et les lignes budgétaires sur les dépenses. De ces éléments disparates se dessinait un tableau inquiétant. Le corps comme une affiche, les vêtements comme la signature du pouvoir, et le tribunal comme une imprimerie multipliant le sens souhaité jusqu'à ce qu'il devienne le seul audible sur la place publique. Le commentateur a disposé à côté plusieurs copies grises avec des annotations sur la manière dont les questions à l'accusé avaient été rédigées. La liste ne ressemblait pas à un interrogatoire libre, mais plutôt à un ensemble d'articles où les sujets quotidiens se répétaient avec une précision obsessionnelle. Il établissait des parallèles avec les lettres de l'administration anglo-bourguignonne, dans lesquelles les chanceliers adultes rappelaient la nécessité d'empêcher le renforcement des symboles de la partie adverse. Ces lettres évoquaient l'ordre dans les villes et le fait que les figures rebelles détruisaient la tranquillité publique. Dans les procès-verbaux du tribunal, la même chose se déroulait à travers le tissu et les ceintures. Il en résultait une architecture en miroir. Dans le document politique, on exigeait de détruire l'image. Dans le document judiciaire, on transformait les vêtements de tous les jours en signe d'une volonté dangereuse. Le commentateur a noté que cette coïncidence n'était pas fortuite, car la procédure judiciaire était contrôlée par des personnes dépendantes du pouvoir anglo-bourguignon et qui avaient le besoin d'un processus compréhensible pour la place publique.
Pour vérifier cette hypothèse, il a comparé le déroulement des audiences avec les mouvements des troupes et les informations sur les revendications royales. Au cours des semaines où la partie anglo-bourguignonne renforçait sa position, la pression sur les points moraux dans les interrogatoires s'intensifiait. On exigeait de reconnaître la coupe indécente, on exigeait d'y renoncer, on proposait de revenir aux vêtements habituels comme condition de la faveur. Là où les intérêts politiques étaient moins marqués, la pression diminuait. Il a représenté cela sous forme de courbes, où les vagues de la politique poussaient les vagues des questions moralisatrices. Il a également noté que la commission abordait rarement des thèmes théologiques complexes sans rodage préalable à travers le tissu. Elle exigeait d'abord de définir le rôle, puis de prouver l'obéissance, puis de confirmer la pureté des visions. La logique était procédurale, les vêtements comme une entrée dans une machine dont on ressort déjà marqué. Il était particulièrement intéressé par le motif récurrent des conditions. Dans les documents, on trouvait des notes indiquant que l'on proposait à la femme adulte accusée de changer de vêtements en signe de soumission et que la suite dépendait de sa réponse. Si elle acceptait, cela signifiait qu'elle hésitait. Si elle refusait, cela signifiait qu'elle persistait. Dans les deux cas, le protocole obtenait des informations. Le commentateur a écrit dans la marge « Le point moral fonctionne comme un mécanisme caché derrière l'hérésie. Ainsi, le symbolisme quotidien des vêtements devenait la clé qui ouvrait la porte à une accusation plus grave. Cette technique était également pratique pour la foule. Il est plus facile de parler de tissu que des subtilités du pouvoir de la curie de Rouen et des droits souverains des prétendants. Entre-temps, il soulevait les registres des dépenses, l'argent pour le bois, les cordes, la construction de l'échafaud, la rémunération des charpentiers, le renforcement de la garde et la nourriture des gardes. Tout cela provenait des coffres où étaient réunis les impôts municipaux et les paiements de l'administration. L'exécution exigeait non seulement une décision, mais aussi une gestion. La gestion exigeait de la prévisibilité. La prévisibilité était assurée par un sermon clair où la modestie servait de ressort. Le commentateur évitait les mots forts dans ses notes, mais constatait calmement la coïncidence. Au moment même où les procès-verbaux faisaient de plus en plus pression sur la coupe masculine, les listes de commandes des charpentiers et des gardes faisaient apparaître des livraisons accélérées. Cela ne signifiait pas que l'issue était prédéterminée jusqu'à la dernière ligne, mais indiquait que la machine à exécuter n'était pas mise en marche seule, mais en lien avec le discours sur les convenances. Il analysait les mentions médicales qui ne ressemblaient en rien à des légendes. Pendant les mois froids, les prisonniers adultes demandaient des vêtements supplémentaires pour se protéger et se déplaçaient dans des cellules exiguës parmi la paille où proliféraient les maladies. Les vêtements, cousus selon un modèle masculin, avec des attaches intérieures et une ceinture, permettaient d'empêcher tout retrait non autorisé pendant la nuit. Ces stratégies de sécurité quotidienne détaillées n'étaient pas un secret pour les gardes et les ecclésiastiques, mais lors des interrogatoires, elles prenaient une autre signification. Chaque référence à la coupe masculine était interprétée comme de l'orgueil et de la tentation. Le commentateur laissait une brève remarque dans la marge. La mesure de sécurité est qualifiée de signe de vice. Ses notes sur la foule étaient tout aussi lucides. Dans la ville, les hommes et les femmes adultes étaient habitués au spectacle où le coupable devenait un exemple. Les gens, qui recevaient peu de pain et beaucoup de rumeurs, percevaient plus facilement la peine capitale à travers un schéma simple. Il y a une infraction, il y a de la persistance, il y a la purification de la ville. Au moment où les rumeurs sur les vêtements incorrects se répandaient dans les boutiques, le débat sur les droits féodaux était déjà considéré comme ennuyeux. Le commentateur a souligné comment le procès a délibérément poussé à cette issue. On a lu des extraits sur les convenances, on a fait allusion au rôle naturel, on a tracé une ligne
entre ceux qui sont réservés et ceux qui sont provoquants. À mesure que la foule se préparait, le mécanisme juridique s'accélérait. Puis, dans les actes, un nouvel épisode de pression est apparu. On proposait le renoncement à la masculinité comme condition de clémence. Le commentateur a soigneusement reconstitué la manière dont cette condition a été intégrée dans les procédures. Les procès-verbaux consignaient chaque refus et chaque hésitation des témoins adultes afin de les associer ensuite à de la obstination. Il se souvint de techniques similaires utilisées dans les procès urbains contre ceux qui étaient considérés comme des libres penseurs. Là aussi, on commençait par des faits de la vie quotidienne, une chanson obscène ou un geste inconvenant, pour finir par des faits politiques. Le lien commun était la modestie, transformée en instrument administratif. Ces comparaisons avec les lettres des théologiens universitaires ont révélé une autre dimension. Là où les savants discutaient de l'ordre et des différences entre les classes sociales, les archives judiciaires mettaient en parallèle les ceintures et les boucles. Un pont se formait entre les abstractions et les détails artisanaux des vêtements. Ce pont permettait de faire passer l'accusation du domaine de la méfiance politique à celui du danger religieux. En conséquence, toute tentative de défendre l'aspect pratique du choix vestimentaire était déclarée secondaire ou suspecte. Le commentateur notait la requalification du quotidien en théologie. Pendant ce temps, la demande d'exemple grandissait dans la ville. Les gardes faisaient leur service, les charpentiers préparaient les constructions, les prédicateurs reprenaient la terminologie des protocoles dans leurs enseignements. Le commentateur n'y voyait pas de mysticisme, il voyait une harmonisation des institutions. Là où le processus risquait de s'enliser dans une dispute dogmatique, un point pratique accélère le cours des choses. Un corps habillé de manière inappropriée devenait un indicateur pratique de l'hérésie pour le public non initié. C'était le langage des affiches et non celui des traités. Dans ses notes personnelles, il a noté une nuance importante. Lorsqu'une femme adulte accusée, isolée et vulnérable, choisissait des vêtements qui la protégèrent de la violence et de l'humiliation publique, ce choix était érigé en obstination au sens pénal du terme. Cette technique permettait de ne pas discuter de la sécurité réelle, mais de discuter de l'apparence d'obéissance. Là où régnaient les hommes en uniforme et en soutane, l'apparence était considérée comme suffisante. Il a souligné cette double caractéristique et a ajouté « Ici, on ne touche pas au dogme, ici, on touche au tissu. » À la fin de cette partie, son tableau ressemblait à un collage cousu, des articles d'interrogatoire mettant l'accent sur la coupe, des lettres de l'administration appelant à l'ordre, des registres comptables s'accumulant avant les jours d'exécution, des dossiers médicaux sur les conséquences pour les détenus adultes, et sous tout cela, le rythme d'une foule attendant une image simple. De tout cela découlait une conclusion qui n'était pas destinée à de belles légendes, mais qui convenait à la brochure qu'il comptait publier plus tard. Le débat sur les vêtements ne portait pas sur l'éthique, mais sur la gestion. La modestie était devenue un rouage de la machine, et la machine servait un objectif politique. Et si l'on ne sépare pas le mythe de la débauche des procès-verbaux des réunions, il est impossible de comprendre pourquoi certains jours, on parlait de clémence, et d'autres, on commandait davantage de bois. Le commentateur est revenu sur le point le plus controversé, le protocole sur le retour à la robe féminine et la violation de la promesse qui a suivi. Il a présenté 3 copies du même épisode, en comparant les formules et l'ordre des mots. Dans certaines listes, le vocabulaire canonique de la soumission prédominait, dans d'autres, les notes administratives sur le transfert des vêtements et la fixation des ceintures. Ce n'était pas l'intrigue de la légende qui l'intéressait, mais le moment où un objet du quotidien se transformait en levier juridique. Il a noté que la promesse dans l'affaire des vêtements était créée de manière procédurale. D'abord, on présentait à une captive adulte, épuisée par la prison et la peur,
la possibilité de revenir à une certaine coupe comme une faveur, puis on consignait cette démarche comme un consentement. Et ensuite, dès la première défaillance de la garde ou provocation, on notait le retour à l'homme comme preuve d'obstination. C'est ainsi qu'il construisait un pont formel entre le tissu et l'accusation d'hérésie, sans discussion théologique. Dans le cahier du commentateur apparaissait la formule « point moral, condition, fixation, requalification en hérésie ». Il a comparé cela au régime des chambres. Les notes médicales et les listes pénitentiaires, rédigées d'une écriture sèche par des fonctionnaires adultes, faisaient état de contrôles nocturnes, de changements de garde, d'un manque d'espace et d'une menace constante d'abus. Le nœud intérieur et la ceinture, de coupe masculine, n'étaient même pas une question d'esthétique. Ils servaient à empêcher les mains de s'approcher. Là où l'enquête qualifiait cela d'insubordination, la pratique carcérale y voyait une simple protection du corps adulte. Le commentateur a relevé un indice. Les jours où les responsables de la prison changèrent de surveillance, on voyait plus souvent apparaître des mentions de retour à la masculinité, puis des passages moralisateurs dans les procès-verbaux. Sa conclusion était sans héroïsme. La vulnérabilité humaine devenait le moteur du piège juridique. Le contexte politique rendait ce piège encore plus efficace. Les intérêts anglo-bourguignons exigeait un exemple convaincant qui puisse être communiqué au marché et à la paroisse. Le commentateur a noté comment les sermons étaient synchronisés avec les audiences, les jours où le tribunal s'apprêtait à condamner la rébellion à travers les vêtements, les chers expliquaient les rôles naturels et la modestie comme critères d'obéissance. Pour une foule fatiguée des campagnes militaires et des impôts élevés, cette ligne de conduite était claire. Enfreindre les convenances, c'est être obstiné. Être obstiné, c'est être hérétique. Être hérétique, c'est purifier la ville par le feu. Il n'avait pas besoin de dramatiser pour voir comment le langage de la morale quotidienne masquait les questions complexes du droit. À ce moment-là, le corps comme preuve n'était plus une métaphore, mais une technique de persuasion publique. Il analysait les lettres des théologiens universitaires, dans lesquelles des savants adultes proposaient des distinctions subtiles entre les états et les rôles, et soudain, il voyait dans les documents judiciaires, à côté de ces abstractions, des ceintures, des boucles et des coupes. Cette proximité n'était pas fortuite. Plus l'explication théologique était longue, plus il était facile de perdre la foule. Plus la ceinture et le lacet étaient simples, plus le péché compréhensible apparaissait rapidement. Le commentateur a noté que les procès-verbaux ne permettaient presque jamais de discuter des vêtements comme moyen de protection. Il les transformait invariablement en signe de résistance. Il a appelé cela une allégorie administrative, un objet quotidien, privé de son contexte, devenait un symbole de culpabilité. Il a ensuite étudié la procédure de décision. Les actes mentionnaient des assesseurs adultes, des témoins, des notaires. Leur travail était réparti par jour, indiqué par des mots. C'est précisément pendant les jours de planification, précédant les étapes clés, qu'apparaissaient les ordres concernant les déplacements des charpentiers, la préparation du bois de chauffage, le renforcement des gardes. Le commentateur ne tirait pas de conclusion hâtive sur une fin écrite à l'avance, mais notait une corrélation. Plus le tribunal insistait pour orienter la conversation vers les vêtements, plus la ville se préparait à une issue spectaculaire. Cette synchronisation en chaîne des institutions, la curie, les services municipaux, les prédicateurs, les gardes, signifiait que l'exemple donné à la foule était construit comme une opération pratique et non comme une soudaine illumination de la justice. Il a toutefois trouvé des traces de résistance interne. Parmi les marges, on trouvait des remarques prudentes d'adultes du clergé, selon lesquelles il était risqué d'associer la coupe des vêtements à l'hérésie, que la théologie
n'était pas équivalente à la garde-robe. Mais ces remarques se noyaient dans la routine administrative du processus. Là où les devis et les calendriers de sécurité étaient reposés sur la table, les doutes prudents perdèrent de leur poids. Le commentateur a noté que le mécanisme ne se contentait pas d'exercer une pression, il substituait la forme au contenu. Au lieu d'analyser les visions, on analysait les lacets. Ce fut la victoire de l'administration sur la théologie, payée de leur vie par les prisonniers adultes. Ils retournaient à nouveau vers la foule pour comprendre la psychologie de l'exemple. La ville, peuplée d'artisans, de commerçants et de mercenaires adultes, avait besoin d'une histoire claire et concise. Cette histoire avait pour thème l'atteinte aux bonnes mœurs et pour ancrage visuel, la coupe masculine. La vérification de la banalité se transformait en un rituel de culpabilité que le spectateur pouvait raconter chez lui sans citer de traité latin. En ce sens, les vêtements étaient le vecteur idéal de l'accusation. Ils sont visibles, ils font partie du quotidien. Ils peuvent être divisés selon les critères à soi et à l'autre. Un commentateur écrivait « La visibilité est la monnaie du procès ». Son analyse a atteint un tournant lorsqu'il a superposé la chronologie des interrogatoires à la liste des exigences morales. Il s'est avéré que chaque fois qu'il semblait que la théologie allait être abordée sur le fond, la machine relançait le point concernant la robe. La transition échouait, la foule avait une nouvelle raison de sourire et de chuchoter, et le procès-verbal enregistrait une nouvelle obstination. Ainsi, les points moraux sont finalement devenus des pièges pour l'hérésie. Non seulement ils ouvraient la porte à l'accusation, mais ils fermaient la porte à la discussion sur l'essence de la foi. La dernière barrière entre le quotidien et le politique s'est effondrée. Il ne restait plus que la scène sur laquelle la partie adverse était présentée comme une menace pour l'ordre naturel. Au bas de ses feuilles, le commentateur commença à esquisser le plan d'une future brochure. Il devait expliquer au public une chose simple, sans fioriture. Le débat sur les vêtements n'était pas ici un débat sur les mœurs, mais une question d'ingénierie du contrôle. Il rassembla 5 arguments. Des lectures publiques sur les convenances pour préparer l'opinion publique, une comparaison entre les questions judiciaires et les intérêts des Anglo-Burgondes, la transformation des points moraux en une technologie de fixation de la persistance, le lancement de la foule à la demande d'un exemple, et enfin, la base économique de l'exécution. Chaque pilier s'appuyait sur des documents ennuyeux et sur des décisions adultes, spéciales et procédurales. Dans cette série, la légende ressemblait à une chanson courte et l'affaire à une longue comptabilité. Après avoir déplacé son coude, il relut la liste de ses propres notes de bas de page, où il notait les conséquences médicales pour les prisonniers adultes, les frais organisationnels, la formule, conditions, fixation, requalification, et comprit que le conflit n'était pas né dans la légende, mais dans la gestion. La foule exigera un exemple, car on lui a donné un signe clair. Le tribunal donnera un exemple, car il est géré comme un calendrier de semailles et de récoltes. Et seule la paperasse, qui n'a nulle part où aller, maintiendra ce schéma à l'esprit, afin que dans quelques années, quelqu'un dans cette même pièce puisse montrer comment les vêtements sont devenus la preuve d'une politique. C'est ainsi que s'achevait son 2e cycle d'analyse et que commençait le 3e, où il fallait désormais comprendre non pas comment le piège avait été tendu, mais comment et pourquoi il avait été accepté comme la norme. Il a feuilleté les passages sur les lectures publiques et a remarqué comment le rythme de la ville avait changé quelques jours avant les réunions décisives. Dans les temples et aux portes, on lisait des extraits sur les convenances, dans lesquels on rappelait gentiment aux auditeurs adultes la répartition des rôles, l'ordre et l'obéissance. Le commentateur a comparé ces dates, consignées par écrit, avec le journal des gardiens de prison et les factures administratives. Les courbes étaient les parallèles. Le jour où les sermons insistaient sur le thème de la modestie, la prison recevait plus de paille et de cordes, les charpentiers recevaient une avance pour la réparation du plancher,
les gardiens recevaient des rations supplémentaires. Il ne s'agissait pas d'un accord secret, mais d'une coordination entre les institutions, dans laquelle le rythme moral était préalablement adapté au rythme technique de la punition. Il a souligné la simplicité impitoyable d'un tel mécanisme. Il suffit d'attirer l'attention de la foule sur la robe pour permettre à l'administration de lancer les dépenses comme si elles étaient exigées par le public lui-même. Il a ensuite analysé le schéma de pression par le consentement. Dans un bloc de protocole, on notait le retour à la robe féminine, dans un autre, la réadoption volontaire de la robe masculine. Entre les deux, il y avait des jours remplis de contrôles nocturnes et de manipulations imprudentes ou délibérément provocantes avec les lacets. Le commentateur a noté comment une captive adulte était placée dans une position de vulnérabilité permanente où le consentement, fallacieux, devenait une monnaie d'échange et où tout échec se transformait en preuve d'obstination. Il a énoncé la formule suivante: lorsque la sécurité physique dépend de la coupe et des lacets, et que le contrôle appartient à ceux qui sont capables de la violer, tout mouvement du corps sous surveillance est enregistré comme un signe de volonté. La fixation juridique remplaçait la possibilité réelle de choisir. Pour montrer comment cette substitution devient la norme, il a analysé les lettres des dignitaires ecclésiastiques, dans lesquelles des clercs adultes discutaient du danger du mauvais exemple. Ces lettres exprimaient la préoccupation de corrompre les faibles, et le commentateur a vu comment la notion de faible était largement étendue à toute la ville. Plus la faiblesse était large, plus la légitimité de la correction était grande. Alors, un détail quotidien, une ceinture, des lacets, une coupe, devenait un bouton de démonstration qui déclenchait une explication stable. La désobéissance n'est pas dans le dogme. La désobéissance est dans les choses visibles. Il a souligné comment cela résolvait la principale tâche politique des Anglo-Burgondes: vider de son sens le symbole de la résistance sans débat complexe sur la légitimité. Lorsque le corps est marqué par des vêtements incorrects, la foule a déjà reçu la clé de lecture et les constructions théologiques ultérieures ne font que soutenir la conclusion toute faite. Entre-temps, les questions économiques ne le lâchèrent pas. Il a sorti les listes d'achats de bois et de construction de locaux pour stocker le matériel d'exécution. Elles indiquaient les montants en lettres et les délais en semaines. Les artisans adultes rendaient compte des jours où ils livraient les caisses, renforcèrent les poteaux, testaient les mécanismes. Il ne faisait pas de sensation avec ces lignes. Il soulignait que la punition était un projet administratif qui exigeait une planification budgétaire. Pour un tel projet, il est plus pratique d'avoir une accusation qui ne nécessite pas d'analyse approfondie. Les vêtements remplissaient cette fonction. Visibles, simples, faciles à reproduire dans les sermons et les tracts, ils transformaient la répression politique en une leçon de modestie. Dans la ville, le besoin d'un exemple se faisait de plus en plus sentir. Le commentateur qui observait la place voyait les artisans et les commerçants adultes suivre le rythme. Le soir, des gardes renforcés sont apparus. Le matin, des discussions sur le fait que l'ordre serait rétabli. Il a remarqué que les têtes parlantes au coin des marchés répétaient le vocabulaire des protocoles dans lesquels la coupe masculine était objectivée comme une violation de l'ordre établi. Il n'y avait pas ici de débat sur les nuances entre vœux et coutumes. Ici régnait une taxonomie accessible à tous des signes visibles. Il a séparément décrit la succession d'échecs dans les tentatives de ramener le procès sur le plan théologique. Chaque fois que les défenseurs tentaient d'insister sur les questions relatives aux visions, à la conscience, à la volonté des cieux, la machine ramenait la conversation sur la robe. Il en résultait une boucle simple, de la robe à la persistance, de la persistance à l'indépendance nuisible, de là à l'influence dangereuse, puis à la nécessité de purifier la ville. Les membres adultes du jury, fatigués par les longues séances et soumis à la pression de l'administration,
acceptait cette voie rapide car elle permettait d'économiser du temps et des ressources et répondait aux attentes de la foule. Le commentateur a fait remarquer que l'efficacité remplaçait la justice. Il ne s'est pas limité aux lettres et aux procès-verbaux. Il a comparé ces séries avec les traités des médecins et les rapports des gardes sur les blessures des adultes détenus. Il y était indiqué que les nuits précédant les réunions clés, les plaintes pour contusion, écorchures, rhume et insomnie s'intensifiaient. Il a inclus ces données dans l'ensemble des données, non par compassion, mais par souci d'exactitude. Le processus, qui reposait sur la modestie, s'est transformé en un fardeau pour les corps qui restaient enfermés pendant la nuit. Ainsi, l'ingénierie politique a transféré les coûts à ceux qui n'avaient aucune protection et les a monétisés comme un spectacle moral. Enfin, il a relevé de rares notes exprimant des doutes au sein même de la curie. Là où les canonistes adultes écrivaient prudemment sur les risques de confusion entre le disciplinaire et le dogmatique, le commentateur mettait des points d'exclamation. Ces lignes montraient que la manipulation des normes était perçue non seulement par les critiques, mais aussi par une partie du système. Cependant, la force de la procédure l'emportait sur le doute. Ces tableaux étaient convaincants. Lorsque le pouvoir politique lie le résultat théologique à un test quotidien, c'est le test qui l'emporte. Le corps perd parce qu'il doit servir de repère. Fort de cette connaissance, il est revenu à la structure du récit qu'il avait imaginé pour sa future brochure. Il fallait faire passer le message au lecteur sans fioriture. Le débat sur les vêtements était devenu un instrument clé de l'accusation politique, car il reliait un signe visible à un résultat contrôlable. Pour la foule, c'était du simple théâtre. Pour l'administration, c'était une comptabilité pratique. Pour le tribunal, c'était un raccourci entre décence et hérésie. Le commentateur a noté la dernière ligne à ce stade. Si ce lien n'était pas rompu, la ville continuerait à confondre le souci de la conscience avec la révision de la garde-robe et la légitimité avec une mise en scène réussie sur la place publique. Il ne lui restait plus qu'à passer à l'étape suivante, passer des remarques marginales à un rapport cohérent dans lequel le mythe de la débauche se heurterait à la plus aride des masses de papier. Il a commencé à rassembler des informations dans un exposé cohérent, laissant de côté les légendes et les anecdotes quotidiennes. Sur la première page, il a placé les lectures publiques sur les convenances comme préparation à l'écoute. Sur la deuxième, une série d'interrogatoires où le test quotidien était traduit en danger théologique. Sur la troisième, des registres comptables avec des montants écrits en lettres. Sur la quatrième, des notes médicales sur les conséquences pour les prisonniers adultes. Sur la cinquième, des notes sur la façon dont la foule se préparait à exiger un exemple. Il a décrit comment les mêmes combinaisons se répétaient, rappel des rôles naturels dans les temples, puis renforcement dans les protocoles des points relatifs à l'habillement, puis fixation de la persistance, parallèlement à l'accélération des achats pour l'exécution, et, enfin, ruée bruyante de la place vers la purification. Ce mécanisme était avare en émotions et riche en coïncidences. Il n'avait pas besoin de grands discours pour montrer que la controverse sur les tissus servait à passer rapidement d'un signe visible à un jugement politique. Il a ensuite présenté dans une section distincte le schéma des conditions. À une captive adulte dans une cellule humide, on proposait la clémence en échange d'un retour à la robe féminine. Les couches de paille humides, les contrôles nocturnes, la peur des agressions et des humiliations faisaient des vêtements à lacets internes un verrou élémentaire. Lorsque, sous surveillance, le lacet était rompu ou la ceinture disparaissait, les procès-verbaux consignaient le retour à l'homme et incluaient immédiatement une rhétorique sur la persistance. Le commentateur a décrit qu'il ne s'agissait pas d'une invention entrepreneuriale des derniers pamphlets, mais d'une procédure réelle, visible à la croisée des notes de prison, des factures administratives et des formules judiciaires. Là où l'on parlait de modestie,
On appliquait en réalité un modèle de consentement dépendant, un corps vulnérable, un nœud contrôlé, la fixation de la désobéissance, le transfert dans une catégorie théologique. Cette logique n'avait pas besoin de subtilité, elle avait besoin de répétition. Et c'est précisément cette répétition qui donnait à la machine administrative un avantage sur toute apologie. Il a ajouté à l'ensemble des preuves, montrant comment les prédicateurs adultes reflétaient le vocabulaire des protocoles. À l'époque où la condition était consignée, des exhortations à l'humilité et à l'obéissance étaient là prononcées dans la ville, sans mentionner de nom ni de détails. Le public était invité à réfléchir au rôle plutôt qu'au droit. Toute tentative de défendre la praticité de la coupe masculine pour des raisons de sécurité était déclarée comme une intention délibérée. Dans ses notes, le commentateur a qualifié cela de « hygiène de la visibilité », tout ce qui améliore la sécurité quotidienne, mais cache l'accès à la surveillance, est marqué comme dangereux, car cela empêche la soumission ostentatoire. Ainsi, le débat sur les vêtements ne se contentait pas de remplacer la théologie. Il clarifiait l'objectif politique. Celui qui ne donne pas à la surveillance un libre accès au corps ne donne pas au pouvoir un libre accès à l'esprit de la foule. Il n'a pas non plus négligé l'économie du spectacle. Pour les finances municipales, le exemple public avait un prix. Le bois, les planches, les fixations, la garde renforcée, la rémunération des artisans, tout cela constituait une dépense qu'il fallait justifier par un revenu compréhensible, le respect de l'ordre, l'obéissance et la peur prévisible. Lorsque l'accusation reposait sur de subtiles controverses théologiques, cette conversion fonctionnait mal. Lorsque l'accusation reposait sur un mauvais nœud et une coupe étrangère, la conversion fonctionnait rapidement. Le commentateur a comparé les courbes. Plus la chaîne entre convenance et obstination était courte, plus le mécanisme urbain d'organisation de l'exécution était stable et moins il fallait d'efforts théologiques. Il a accompagné cette partie du texte d'une remarque sous forme de tableau où figuraient côte à côte des mots et des dates, sans adjectifs émotionnels, afin de ne pas donner lieu à l'accusation de partialité. Au niveau de la psychologie des foules, il a décrit une ligne familière à toutes les villes. Plus le signe est clair, plus la mobilisation est facile. Le signe vestimentaire fonctionnait instantanément, car il vivait sur les corps et était à portée de main comme exemple pour tout prédicateur. Les artisans et les mercenaires adultes n'avaient pas besoin de commentaires sur les canons. Ils avaient besoin d'un geste qu'ils pouvaient répéter dans une conversation au marché. Ainsi, la coupe masculine est devenu un raccourci pour tout argument de défense ignoré. Et plus ce raccourci était utilisé, plus il était facile d'oublier que la question initiale du procès ne concernait pas la coupe et la couture, mais le droit et le pouvoir. Après avoir accumulé suffisamment de matériel, il est passé au modèle de conflit. Sur une feuille, il a montré comment la foule est amenée à un état de préparation prévisible. Sur une autre, comment les jurés, des hommes adultes fatigués par le quotidien, choisissent le chemin le plus court, car il coïncide avec le calendrier économique. Sur la troisième, il a montré comment l'administration synchronisait les sermons, le régime carcéral et les achats pour l'exécution. Au centre de ce nœud se trouvait la formule dont dépendait l'issue. Si le corps n'est reconnu comme correct que lorsqu'il est librement accessible à la surveillance, toute autre coupe sera considérée comme de la rébellion, ce qui signifie que le pont vers le hérésie est déjà construit. Le commentateur a ajouté une remarque sévère à côté de cette formule. Une telle interprétation de la modestie détruit les frontières entre la sécurité personnelle et la loyauté publique, et c'est précisément pour cette raison qu'elle est pratique en tant qu'instrument politique. À la fin de cette partie, il a tracé les limites entre le mythe et le document. Le mythe exigeait que le processus soit qualifié de punition pour débauche, car c'était court et captivant. Le document insistait sur autre chose.
Devant la société, on a mis en scène la soumission systématique des tissus et des corps à une nécessité administrative. Le mythe déplaçait le centre de gravité vers la morale. Le document revenait à la technique de contrôle. Il a préparé la transition vers la conclusion, où il sera expliqué comment la brochure Vêtements et pouvoir est née d'une série de remarques, comment elle a décrit sans phare le schéma de manipulation des normes et comment, des années plus tard, la Curie a été contrainte de reconnaître que dans cette affaire, la modestie avait été utilisée comme levier. Il ne lui restait plus qu'à rassembler les tableaux épars en une série cohérente afin que le lecteur ne voie pas un monument à la légende, mais un convoyeur sur lequel la bienséance était transformée en hérésie, la condition en obstination et l'exemple en justification de l'inévitable.